Déjà, bonjour, bonjour à vous, monsieur. Bonjour. J'avais une première question qui portait sur votre passion, c'est pourquoi avez-vous choisi d'être médecin, et plus particulièrement médecin urgentiste, et est-ce qu'en général, le parcours il a été difficile sur ces années d'études? Alors moi, j'allais dire, j'ai pas trop eu le choix, c'est-à-dire que ça m'est tombé dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais en quatrième ou en troisième où ça a été une espèce de vocation. Je crois qu'on peut vraiment parler de vocation dans le sens où à partir du moment où j'ai voulu être médecin, j'ai commencé à faire des cours de secourisme, enfin prendre des cours de secourisme, premier niveau, deuxième niveau, puis tout ça avec la Croix-Rouge, puis devenir moniteur de secourisme avec toutes les dérogations, parce qu'évidemment j'étais un peu jeune, en quatrième, troisième, c'était un petit peu jeune, donc je crois que j'étais un des plus jeunes moniteurs de secourisme. Puis j'étais toujours avec la Croix-Rouge, j'avais des stages avec le SAMU, donc je faisais mes cours comme vous, hein, quand j'étais au lycée en seconde, en première. Et le week-end, je l'ai passé au SAMU pour voilà, être en observateur, être en stage. Ça m'a permis de rencontrer des gens, je pense notamment à un médecin qui était médecin réanimateur qui m'a dit ah bah, c'est bien d'être motivé, etc. Si ça t'intéresse de venir aux urgences, et il m'avait emmené aux urgences avec lui, etc. Il se trouve qu'on s'est revu il n'y a pas très longtemps parce qu'il est prof à Saint-Étienne et c'était assez drôle parce qu'il me voyait à la télé. Enfin, c'est vraiment une histoire de vocation. Donc voilà, c'est en quatrième ou troisième. Deux, pas tellement de difficultés dans le sens où quand j'avais vraiment cette motivation-là, je faisais un peu ce qu'on appelle, vous regarderez, mais la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire quand on veut quelque chose, on le veut tellement qu'on se projette déjà, on y est déjà arrivé. Les Américains appellent ça de la PNL, la programmation neurolinguistique, mais finalement je faisais de la PNL sans le savoir. Je voulais tellement ça que le reste c'était une formalité, quoi. Passer les cours, même si ça m'emmerdait quand même prodigieusement d'être en cours d'histoire géo, de maths, etc. Je savais qu'il fallait que je le fasse pour pouvoir accéder à l'étape d'après. Et juste un petit truc qui était assez marrant, c'est quand j'ai passé mon bac et quand j'ai vu les résultats de mon bac s'afficher, j'ai dit je serai médecin. Alors que c'est pas ça, c'était juste le résultat du bac. Je pouvais dire je suis bachelier, mais je pouvais pas dire je serais médecin parce qu'on savait, enfin tout le monde aurait dit que la difficulté c'était le concours de première année de médecine, mais pour moi j'étais persuadé. Et après, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire qu'en première année de médecine, j'ai fait ma première année assez facilement. Alors là aussi, je faisais de la PNL puisque j'étais tellement dans le rôle que je mettais une blouse blanche et je faisais mes cours. J'avais un tableau blanc chez mes parents et je marquais les cours de médecine comme si j'étais un prof de médecine, comme si j'enseignais. Et ça me permettait, moi, de rentrer dans le rôle finalement et que ça rentre beaucoup plus facilement. Et comme en parallèle, j'avais fait un film de secourisme que je le vendais à l'époque, c'était Douste Blazy qui était ministre de la Santé. J'essayais de le vendre enfin de le vendre, de faire de la promotion auprès de. J'étais un peu à Paris, un peu à Saint-Étienne, ce qui a posteriori paraît complètement fou parce que quand on connaît la sélectivité du concours de médecine, les gens disaient mais comment tu faisais un film en parallèle, enfin ça paraissait complètement dingue, mais j'étais tellement dedans que pour moi il n'y avait aucun. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, à votre question. Merci. C'est quoi le nom du film que vous avez fait? On peut le Ça retrouver ou s'appelait, vous? ça s'appelait Informer pour sauver. Ouais, je pense pas parce qu'à l'époque, alors déjà, je faisais un peu de télé à l'époque parce que je faisais la promotion du film. Douste Blazy, qui était ministre à l'époque, nous avait fait une gentille lettre. Hein, c'est une bonne initiative parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, il se trouve que comme je faisais beaucoup de secourisme, il y avait eu un jour un accident devant le lycée et c'est moi qui avais réanimé le gars, bouche à bouche, enlevé le casque, etc. Et que j'avais eu le prix de civisme d'ailleurs de la ville de Saint-Étienne pour ça. Mais et suite à ça, je m'étais dit, bah, tiens, les gens sont incapables de faire les premiers gestes, on va faire un film et ça s'appelait Informer pour sauver. Voilà. Comme quoi, c'était déjà le début de à la fois la médecine et la communication. Hein. Vous avez été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de Paris entre 2014 et 2016. En quoi cela consiste-t-il et comment faire pour le devenir? Alors, les expertises judiciaires, c'est quand il y a un problème médical, un problème de responsabilité médicale et que des gens vont devant le juge et le juge, il a besoin d'être éclairé par un expert. Et l'expert, c'est la personne qui va l'éclairer selon l'état de l'art. Donc, ce n'est pas du droit, c'est vraiment de la médecine. On nous demande de faire des rapports d'expertise. Alors, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je ne me suis pas réinscrit parce que je n'avais pas le temps de tout faire et qu'il y a un vrai engagement et qu'on ne peut pas faire traîner les affaires comme ça. Et comment on est inscrit, c'est tout simplement avec une certaine expérience. On demande à être inscrit, puis un collège de pairs qui décide. Alors souvent, c'est souvent les mandarins, les chefs de service, etc.
Donc, les experts, c'est plutôt des vieux médecins. Or, les juges ont envie quand même d'avoir des médecins un peu plus jeunes, un peu plus, parce qu'il faut des gens praticiens. Si vous avez des gens déconnectés de la pratique, ça n'a pas de sens. Et puis moi, j'avais quand même fait un peu de droit, puisqu'en parallèle de médecine, j'ai fait un DEA de maîtrise de santé publique, un DEA de droit, puis un doctorat de droit. Donc, j'ai un double doctorat, j'ai un doctorat de médecine et un doctorat de droit, donc ce qui permettait d'avoir, alors non pas les compétences d'un juriste, mais d'avoir un peu le vocabulaire d'un juriste, même si ce n'est pas ce qui est demandé à l'expert, encore une fois, mais d'être capable de naviguer ou de traduire entre les deux milieux, entre le monde du droit et le monde de la médecine, ce qui est un peu ce que je fais d'ailleurs avec l'activité médiatique, puisque globalement, j'ai un rôle de passeur, quoi. J'ai un rôle de traducteur entre les béotiens, c'est-à-dire des gens grand public qui ne connaissent pas la médecine, et les médecins qui ont souvent un langage un peu abscon, abstrait, avec du jargon. Et donc, du coup, faut faire cohabiter ces deux mondes. L'expert, c'est aussi ça, c'est qu'il traduit en langage simple un état de l'art et de la science médicale, mais avec des mots compréhensibles par tout le monde, par les avocats notamment. Bonjour, c'était pour savoir comment se déroulent vos journées en tant que médecin urgentiste et y a-t-il eu un changement depuis l'arrivée du Covid-19 ? Alors, les journées et les nuits, il ne faut pas oublier les nuits, parce que Oui, globalement, c'est vrai. moi, j'ai une activité surtout de garde essentiellement, de garde aux urgences de l'Hôtel-Dieu. La nuit, 2-3 fois par semaine, deux soirs par semaine. Et donc, je prends ma garde à 18h30 jusqu'à 8h30 le lendemain matin. Mais c'est un choix parce que ça me permet de me dégager la journée pour faire notamment mes activités médiatiques. Donc ça, c'est une espèce de routine qui s'est instaurée depuis 2-3 ans. Avec la nuit aux urgences et le matin c'était Thomas Soto quand j'étais le médecin d'Europe 1, il disait il est la nuit aux urgences et le matin sur Europe 1. C'était un peu ça, c'était un peu caricaturé, mais c'était un peu ça. En tout cas, moi j'ai une activité de garde. Alors c'est l'avantage du boulot de médecin urgentiste, c'est que ça permet de ventiler son temps de travail un peu comme on veut. Alors ça paraît être formidable, on dirait bah oui on peut se libérer la journée. Ce qui est moins formidable, c'est de se taper les gardes quand même, parce que c'est en termes de vie familiale, en termes de déstructuration du rythme de sommeil et tout ça, c'est quand même assez compliqué. Moi j'ai de la chance d'être dans un hôpital au cœur de Paris, avec des temps de transport qui sont limités, voilà. Et puis on se repose un petit peu de temps en temps, heureusement. Et donc ça, c'est ma journée type, quoi. C'est que je fais la télé le matin, l'après-midi, je fais une micro-sieste, je travaille un peu, 18h30, je prends ma garde et les urgences jusqu'au lendemain matin, 8h30, et je recommence. Voilà. Et puis j'ai un week-end de garde par mois environ. Depuis le Covid, non, ça n'a pas réellement changé. Ce qu'il faut bien comprendre avec le Covid, c'est que nous, les services d'urgence, on n'a pas été débordés. C'est-à-dire que les services d'urgence, contrairement à l'image d'Épinal et ce qu'on voit un peu à la télé, on a l'impression, quand on voit des gens, des urgentistes, de dire c'est la guerre, c'est la catastrophe, il y a des malades de partout. C'est faux. Moi, je ne m'aurais jamais entendu dire que c'était la guerre de partout dans les services d'urgence, parce que c'est faux quand on regarde les chiffres d'activité. Nous, on a divisé notre activité par 3 ou 4. Donc, ce n'est pas les services d'urgence qui étaient en tension, c'était les services de réanimation. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Et puis, l'immense majorité des collègues en France, ils n'ont pas été débordés. L'hôpital s'est arrêté, tout s'est arrêté avec le début du confinement. Les gens ne sont pas venus aux urgences, malheureusement. Les EHPAD, les gens n'ont pas envoyé leurs résidents des EHPAD, des établissements pour personnes âgées dépendantes, dans les hôpitaux. Et ça, c'est assez grave parce que je pense qu'il y a une part de la mortalité qui est liée au fait que les gens ont eu peur de venir à l'hôpital, ont eu peur de déranger. Donc moi, mon activité, elle n'a pas beaucoup changé à l'hôpital parce que j'allais dire, elle était même plus calme depuis le Covid. En revanche, elle a été plus intense sur le plan médiatique puisque maintenant, je participe, alors que j'étais d'habitude sur LCI et de temps en temps sur TF1. Là, je suis quand même beaucoup aux 20h, aux 13h pour pouvoir informer les gens. Donc là, j'ai vraiment une activité qui a augmenté côté médias, sur Doctissimo avec des Facebook Live aussi, etc. Mais c'est vraiment l'activité hospitalière. Donc, l'immense majorité des services, elle a été plus calme. Alors, quand on dit ça aux gens, ils ouvrent des yeux comme ça en disant mais c'est pas du tout ce qu'on nous raconte à la télé. C'est pas l'image qu'on renvoie. Il faut parfois se méfier entre ce qu'on croit percevoir et la réalité des choses. D'accord, merci. Craignez-vous un rebond du nombre de contaminations dans les mois à venir, vu le déconfinement? Moi, depuis le début de cette crise, je disais des choses relativement simples. 99% des gens, ils guérissent tout seuls. Il y a 1% de complications et il y a 0,1% de mortalité. On est sur ces chiffres-là. Même quand l'OMS disait il y a un mois et demi, il y a 3% ou 10% de mortalité,
Ce n'est pas du tout le cas. Or, la perception que les gens en ont, c'est « oh là là, si je vais sortir, je vais attraper le virus, je vais mourir ». C'est faux, ça. L'immense majorité, 99%, guérissent spontanément. Le problème, c'est que ça a une contagiosité importante. C'est-à-dire que si vous avez un virus qui se diffuse beaucoup, avec une personne contaminée qui peut en contaminer jusqu'à 40, il y a un open space, les call centers, là, les centres d'appel en Corée du Sud, il y a une étude qui a montré qu'il y avait un type qui était contaminé, il a contaminé les 40 dans la même pièce. Donc, on voit bien que ça peut avoir une contagiosité extrêmement importante. Cette contagiosité fait que le taux d'attaque du virus, c'est-à-dire le nombre de gens attaqués au même moment par le virus, peut être très important. Et donc, il est fondamental de se méfier d'une diffusion très rapide dans la population. D'où ce confinement, parce que l'hôpital ne tenait pas. Mais maintenant qu'on a remis un peu les compteurs à zéro, ce qu'il faut, c'est repérer tout de suite les foyers qui s'allument. Il y en a un à Lannion, il y en a un en Dordogne, il y en a un dans le Tarn, etc. Donc, il faut les repérer tout de suite pour éviter qu'ils ne se diffusent. C'est-à-dire qu'on a du virus, on n'a plus d'épidémie dans le sens où voilà, le pic, on a passé ce premier pic, mais pour éviter qu'un foyer, comme un incendie, n'aille contaminer d'autres foyers, s'étende et aille faire malheureusement un incendie plus gros et donc une épidémie, il faut contrôler tout de suite les choses. Donc moi, je ne suis pas Madame Irma, j'en sais rien du tout. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, le climat, le fait qu'on ait confiné les gens, le fait que les gens suivent les gestes barrières, font qu'on devrait éviter une deuxième vague. Moi, je pense surtout que l'enjeu, c'est un enjeu de communication, là, pour bien expliquer aux gens que ce n'est pas à la mort, on peut sortir. Enfin voilà, les choses, il ne faut pas être parano sur cette histoire de virus. En revanche, il y a des gestes simples à adopter, les masques, le lavage des mains et la distance de 1 ou 2 mètres. Et que voilà, il y a pas de, faut rassurer. Ce qu'on a loupé là depuis 2 mois, c'est de rassurer les gens. On a affolé tout le monde, on leur a fait croire que quand on sortait, le virus, il vous sautait dessus. C'est complètement faux. Nous, à Paris, moi, je vois des gens sortir en scaphandre quasiment. C'est aberrant, quoi. Donc, entre je sors en scaphandre et je sors sur les quais de Seine, comme on a vu les images, et je fais n'importe quoi, je prends des apéros, on est à moins d'1 mètre et on est tous agglutinés, vous voyez, il y a un juste milieu. Ce qu'il faut, c'est trouver les justes milieux. D'accord, merci beaucoup. Pensez-vous qu'il soit possible de développer l'immunité collective des Français, sachant qu'un vaccin ne sera probablement pas disponible avant le courant de l'année prochaine? C'est ce qu'on est en train de faire sans le dire. C'est-à-dire, globalement, si on ouvre les écoles, si on a relâché le confinement, c'était une évidence qu'il fallait relâcher le confinement, ça veut dire qu'on accepte que le virus recircule un peu. Le tout, c'est que, encore une fois, c'est une histoire de balance entre la demande hospitalière, c'est-à-dire le nombre de malades, et l'offre hospitalière. Donc, tant qu'on ouvre le robinet, que la baignoire elle est à moitié pleine et que de l'autre côté ça s'évacue, c'est-à-dire que le nombre de malades guérissent ou alors on peut les soigner à l'hôpital, etc., ben la baignoire elle reste sans aucun problème. Si on augmente trop vite le robinet et qu'on fait couler l'eau et que de l'autre côté la bonde par laquelle l'eau s'évacue, c'est-à-dire le nombre de malades qui guérissent ou le nombre de malades pouvant être pris en charge à l'hôpital, ben ça reste avec un débit qui est constant. Si vous augmentez le robinet avec le débit qui augmente, à un moment donné l'eau elle monte et la baignoire elle déborde. Ben, c'est exactement la même chose. Donc, il faut bien avoir conscience de ça quand on organise le système hospitalier. Mais l'enjeu, il est véritablement là. Je ne sais plus ce que c'était que votre question. C'était ça, non? C'était est-ce qu'il est possible de développer l'immunité collective des Français? Oui, et donc du coup, l'immunité collective, on est en train de la développer progressivement. C'est-à-dire que les gens se contaminent, mais on peut absorber les formes les plus graves. Et encore une fois, il y en a 1%. Et cette forme la plus grave, on va pouvoir les prendre en charge en réa et tout va bien se passer. Et pendant ce temps, les autres vont développer une immunité. Alors après, est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'elle est protectrice à 100%? Probablement pas. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir des choses et notamment on est en train de découvrir qu'il y a des gens qui ne font pas d'anticorps. Il y a des gens qui n'ont pas eu assez de virus pour développer des anticorps. Peut-être que ces anticorps, ils ne vont pas durer toute la vie. Enfin, vous voyez, entre la rougeole et la grippe, on voit bien que les anticorps, ils sont parfois pas protecteurs si longtemps que ça. La rougeole, oui, toute sa vie. La grippe, non. D'accord, merci beaucoup. Pensez-vous que la crise actuelle va avoir pour effet une meilleure écoute des professionnels de la part du gouvernement? Non. Il y a une phrase, il y a une citation d'Einstein il y a un film célèbre qui dit « il faut que tout change pour que rien ne change ». C'est-à-dire que globalement, c'est une réplique d'un film italien, c'est il faut qu'on donne l'impression au peuple, à tout le monde que ça change, mais en réalité, ceux qui ont le pouvoir, il faut qu'ils gardent le pouvoir et il ne faut rien changer. D'ailleurs, quand vous écoutez dans les phrases politiques actuelles, le président Macron, il a dit quoi? Il a dit « l'hôpital a tenu ». On est très fiers, l'hôpital a tenu.
Mais la réalité, c'est que l'hôpital n'a pas tenu. S'il avait tenu, on n'aurait pas été obligé de confiner tout le monde. S'il a tenu, c'est parce qu'on a été obligé de tout fermer, de tout arrêter, de confiner tout le monde, parce que justement, on n'avait pas les capacités hospitalières. Donc, il a tenu en rien du tout. L'hôpital allemand, il a tenu. L'hôpital français, il n'a pas tenu. Parce que l'hôpital allemand, il a tenu, ils avaient des places de disponibles et ils ont confiné beaucoup moins que nous. Alors, vous paraissez beaucoup dans les médias. Quels sont vos conseils pour être persuasif à l'oral ou pour rassurer le patient lors d'une crise d'angoisse ou de panique? Tu as raison de dire ça parce que c'est à peu près c'est la même situation. Ce que je fais dans les médias, c'est la même chose que ce que je fais avec mes patients. C'est-à-dire que globalement, il n'y a pas un docteur Kierzek à la télé et puis un docteur Kierzek dans le box des urgences, par exemple. C'est vraiment le même métier. D'ailleurs, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de carte de presse. Moi, je suis un médecin, comme tous les médecins de France et de Navarre, qui pourraient faire la même chose à la télé, finalement. Et pour être persuasif, ça veut dire qu'il faut être dans une relation. Et la relation médecin-malade, cette relation de soins, c'est une relation de confiance. Parce que le médecin, il a besoin d'avoir la confiance du malade pour avoir son adhésion au traitement qu'on lui propose. Et pour ça, il faut argumenter. Il faut lui donner, il ne faut pas d'autorité. Les arguments d'autorité, ça ne fonctionne pas. De dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Surtout maintenant, les gens, ils ont l'info, ils vont sur Internet, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut leur donner les infos, il faut en discuter avec eux, il faut leur donner des arguments et après, on va avoir la confiance. Ben, c'est exactement la même chose à la télévision. Avec des mots simples, ça ne sert à rien d'avoir des mots compliqués, d'avoir des trucs un peu doctes avec la blouse blanche, arriver comme ça, soit à l'hôpital, soit à la télé. Ça n'a aucun sens, ces arguments d'autorité. Donc, c'est des phrases simples, des mots simples. La base de la pédagogie, c'est de répéter. Je crois que votre proviseur qui est prof doit le savoir aussi. C'est de répéter les choses. Parfois, je dis 10 fois la même chose, mais c'est important de le répéter pour que les gens puissent rentrer. Et puis, il y a un phénomène qui est intéressant, c'est les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça permet d'avoir une interaction avec les gens. C'est-à-dire qu'avant, ils regardaient, ils allumaient leur télé, ils regardaient. Maintenant, on a un rapport avec les gens. Ils peuvent poser des questions, on peut leur répondre, etc. Moi, je suis assez présent aussi sur les réseaux sociaux. Alors après, les exercices sont différents entre une émission de débat sur LCI où on a du temps et puis le journal télévisé où on a moins de temps, mais on a plus d'audience. Quand on fait des émissions qui font 10 millions, les journaux télévisés, ça fait 10 millions de téléspectateurs et j'ai 1 minute 30. Bah là, il ne faut pas se louper, le message, il doit être précis. Mais finalement, aux urgences, quand j'ai juste 1 minute 30 pour donner une information précise parce que la situation est urgente et grave, bah, c'est un peu la même chose. D'accord, bah merci beaucoup. L'oral est-il très important pour les professionnels de santé? Y a-t-il des temps de formation à l'oral pendant les études de santé? Alors, oui, c'est fondamental. La relation médecin-malade, c'est une relation de communication. Pour les raisons que je viens de dire, on ne peut pas avoir l'adhésion, la confiance, elle ne se décrète pas. Et pour avoir cette confiance-là, il faut communiquer. C'est la base. D'ailleurs, c'est une obligation déontologique. C'est la relation médecin-malade. Il y a une obligation d'information. Je dois informer. Et donc, si je dois informer pour que mon patient donne son consentement, c'est-à-dire qu'il soit d'accord pour les soins que je lui propose, pour que je puisse l'informer, cette information, elle doit être libre et éclairée. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que je communique. Et dans la communication, il y a l'émission, mais il y a la réception. Quelle est l'information que je donne? Quelle est l'information qui est comprise dans l'autre côté? Ça, c'est un grand principe de communication. Donc, oui, c'est indispensable et ça doit faire partie des qualités du médecin. Mais non, malheureusement, on n'est pas sélectionné là-dessus. Il n'y a pas de cours de communication. Il n'y a pas de… Voilà. Il y a un peu maintenant de médecine qu'on appelle narrative. On fait un peu des trucs, je crois que les étudiants font des trucs en vidéo, mais il n'y a pas véritablement de cours de communication. Et ça, c'est vraiment dommageable parce qu'il faudrait intégrer… comment on intègre Internet, Doctissimo. Il y a des médecins qui sont très braqués en disant ouais, les patients ils viennent avec la fiche Doctissimo, c'est hors de question, c'est moi qui dois leur donner les informations. Je veux même pas entendre parler de ces sites Internet. Ben, on peut pas fonctionner comme ça. Donc on devrait au contraire apprendre d'abord l'humilité aux médecins, aux étudiants en médecine, savoir que faire de cette information parce que finalement le patient qui arrive avec déjà de l'info, ben, c'est peut-être un gain de temps. Et ça veut dire que je vais peut-être pouvoir lui expliquer d'autres choses. Et encore une fois, le médecin, il est là pour recontextualiser. Il est là pour dire, bah, tiens, vous avez vu ça sur Internet? Oui, mais voilà, dans votre cas, c'est la particularité, c'est ça. Vous connaissez en gros, mais la particularité dans votre cas, c'est ça et ça. Donc, je pense que ça peut au contraire améliorer la communication. Et puis là où les médecins devraient apprendre à communiquer, c'est dans les médias aussi. Parce que je pense que et on va voir à la sortie de cette crise, mais on voit beaucoup de médecins de partout qui s'écharpent, qui se crêpent le chignon, la chloroquine, pas la chloroquine, Raoult, pas Raoult, etc. Et je pense que alors qu'on aurait pu avoir
une image un peu redorée de manière collective. Je pense qu'à la clé, les gens ne comprennent rien et se disent mais qu'est-ce que c'est que ces guerres de… Je disais ce matin, alors c'est les punchlines, parce qu'en communication, il faut avoir des phrases un peu courtes et des phrases qui marquent. On risque de passer du statut de héros, les héros qu'on applaudit à 20 heures, au statut de la guerre des égaux, passer des héros aux égaux avec ces guerres-là, un peu de personnalité, et ça, c'est extrêmement dommageable. Comment vous montrez-vous rassurant auprès des patients et surtout auprès des familles en tant que médecin, surtout il faut pouvoir gérer la panique des gens et tout, etc. Enfin, le stress. Alors, je pense que c'est fondamental que le médecin soit là pour rassurer, pas mentir, rassurer. C'est-à-dire donner les éléments. Vous avez une maladie grave, je ne vais pas aller vous l'annoncer comme un coup de massue d'un coup. Vous avez un cancer ou vous allez mourir. On ne peut pas dire les choses comme ça. Par contre, on peut donner. Et puis, tant que, je veux dire, c'est pas nous qui décidons de la vie ou de la mort des gens. Donc, tant que les choses malheureusement ne sont pas finies, elles ne sont pas finies. Et je crois que c'est important de le dire. C'est important de donner tous les éléments de contexte. Quand je parle du coronavirus en disant 99% vont guérir, vous vous rendez compte que c'est complètement différent en termes de perception par les gens que de leur montrer un décompte de morts tous les soirs à la télé. Parce que là, si on leur montre que les morts et que la réanimation, il y a un effet loupe, là, les gens vont s'affoler. Si je leur dis, attendez, là, on est en train de vous montrer 1%. Mais 99% des autres, ils guérissent. Ah, ben, les gens disent, ouais, j'ai compris, et là, je suis rassuré. Donc, en fait, je ne peux pas décréter que je vais les rassurer. En revanche, en étant transparent, en ayant un discours de vérité, en étant étape par étape, en leur donnant aussi les informations, les questions peut-être qu'on se pose, bien, je crois que ça fait partie des choses qui sont rassurantes, y compris d'ailleurs dans ma pratique de médecin. Et puis, encore une fois, c'est une relation humaine, la relation médicale, hein, donc, mais comme la relation médiatique aussi. Donc, la relation médicale, elle est, je vais donner une information, je vais voir comment la personne réagit et en fonction, je vais pouvoir adapter. Il a compris, il n'a pas compris, il faut plus que j'insiste sur cette partie-là. C'est quelqu'un qui comprend très vite. Au contraire, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion. Donc, il faut pouvoir gérer ça, y compris la panique des gens. Mais imaginez quand les gens sont paniqués, si le médecin est lui-même paniqué, c'est plus possible. À ce moment-là, tout le monde se met à pleurer et partir en courant en disant on est foutu. C'est la même chose dans les médias et moi, j'en veux quand même beaucoup à mes collègues qui étaient dans la panique ou qui étaient dans un discours très alarmiste. Je pense que c'est pas productif. Dans cette situation avec le Covid, on a du coup le port du masque obligatoire dans les hôpitaux. Est-ce que ça limite les échanges entre les personnes? Est-ce que vous, du coup, vous privilégiez moins l'oral parce qu'il y a un masque qui est une barrière visuelle et qui vous bloque, ou vous persistez quand même à braver cette barrière et à quand même continuer le dialogue avec le patient? Ah non, je brave pas cette barrière. C'est une obligation de toute façon d'informer les gens. Donc le dialogue, il est indispensable. Enfin, on peut pas aller chez le médecin, le mec il vous dit pas un mot et vous retrouvez, j'en sais rien, au bloc opératoire sans qu'il vous explique les choses. Non. Après, on communique, mais le masque, ça n'empêche rien. C'est la communication. On voit un sourire derrière un masque, il n'y a aucun problème avec ça. C'est comme au téléphone. Dans la communication, quand vous téléphonez, si vous êtes souriant, même s'il n'y a pas la visio, vous l'entendez. Donc tout ça, ça passe sans aucun problème. Même sans les mains qui touchent, même sans. Donc oui, on s'est un petit peu adapté, effectivement, mais ça n'empêche strictement rien. J'ai une petite mamie la semaine dernière, 95 ans, qui était. Alors moi, j'étais avec mon masque, elle avait son masque, 95 ans, donc avec peut-être des problèmes de vue, des problèmes de les sens qui sont un peu amoindris. Et quand je suis rentré dans la chambre, elle m'a regardé, elle me dit ah mais vous êtes le docteur de la télévision, et comme ça, hop, ça a été assez drôle. Donc comme quoi le masque, ça n'empêche rien. Et puis après, on a une relation médecin-malade normale, quoi, et puis une relation humaine tout à fait normale. Donc le masque, mais vous le verrez aussi dans les relations entre personnes, ça change strictement rien. C'est un peu chiant au début parce que forcément, quand on a le masque, on n'est pas habitué. Mais après, il ne s'agit pas de porter un masque 24 heures sur 24 non plus. Moi, par exemple, dans un box, et j'étais là en secteur Covid à l'hôpital Cochin, dans les box, quand on rentre, quand on examine le malade, on a été le masque FFP2, la Charlotte et tout. Mais quand je passais la tête pour donner un résultat d'examen, etc., il n'y a pas besoin du masque. Le virus, il ne va pas me sauter dessus comme ça. Donc là aussi, il faut savoir quels sont les moments où c'est à risque. Et ça veut dire quand on est très proche des gens, quand on est à distance de respiration et de postillon des gens. Et là, à ce moment-là, il faut prendre le masque. Il faut être raisonnable, il faut être intelligent et raisonnable. Et il y a des moments où on n'a pas besoin de prendre le masque. D'accord, écoutez, merci beaucoup. Comment vous faites, vous, pour ne pas être angoissé? Parce que vous aussi, du coup, vous êtes confronté à ces chiffres et à ces informations-là. Comment vous prenez le recul de vous dire que c'est pas si grave et que… Parce que
quand je dis les chiffres et quand je vois la réalité, les gens, l'immense majorité des gens que je vois qui ont été malades, et tous ceux qu'on n'a pas vus parce qu'ils ont été malades et ils ne sont jamais allés voir un médecin, ils ne sont jamais allés à l'hôpital, on voit que cette maladie, elle n'est pas si terrible que ça pour l'immense majorité. Par contre, c'est ces 1% de complications où effectivement, il y a eu des choses assez dramatiques, mais la peur n'évite pas le danger. Et puis, on ne peut pas être médecin, on ne peut pas être urgentiste en particulier si on a peur en permanence, si on a peur du danger. Donc, je pense qu'il faut prendre des précautions. Ces précautions font que, voilà, on a minimisé le risque. Et après, il y a certaines cultures ou religions disent Inch'Allah. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi. C'est-à-dire, quand ça doit te tomber dessus, ça te tombe dessus. C'est-à-dire que le virus, si j'ai un bon système immunitaire, on ne parle jamais de ça. On parle de virus. Et on ne parle pas de l'autre, du système immunitaire. Si j'ai une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, une bonne, voilà, je ne fume pas, je ne bois pas, etc., bah, j'ai un système immunitaire qui est compétent, qui va lutter contre les virus. Les virus, ça fait partie de la vie, comme les bactéries. Et puis, il y a des moments où on est un peu plus fragile et on va choper cette infection-là. Il faut quand même regarder les choses en face. La médiane d'âge, elle est de 84 ans des décès au coronavirus. Donc, on est quand même sur une maladie qui touche à la fin de la vie des gens qui sont déjà extrêmement fragilisés. Et ça, c'est aussi une leçon assez, quand on est médecin urgentiste et qui fait relativiser les choses, c'est une leçon, c'est de se dire, enfin, c'est même pas une leçon, c'est de se dire d'emblée que la mort, ça fait partie de la vie. Voilà, c'est à la fin de la vie, il y a la mort. C'est Woody Allen qui disait la mort, la vie est une maladie sexuellement transmissible, une maladie mortelle sexuellement transmissible. Bah ouais, quand on est mortel. Et une fois qu'on a accepté ça, qu'on a accepté que ça ne dépendait pas de nous finalement. On peut prendre toutes les précautions qu'on veut, mais à un moment donné, voilà, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et ça, moi, plus je fais de la médecine, plus j'ai une certaine humilité. Ce n'est pas nous qui sauvons les gens. On aide, on donne un coup de pouce, mais parfois, il y a des gens qui partent en vrille, comme on dit, c'est que c'était leur heure. À un moment donné, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais ces éléments-là d'acceptation, et le troisième qui est de se dire justement, j'accepte et je ne vois pas la mort comme un échec, c'est extrêmement important pour sa santé personnelle, mentale. Parce que sinon, si vous faites médecine et qu'à chaque fois que vous perdez un malade, il faut bien faire votre boulot. C'est-à-dire qu'il faut faire son boulot, il faut bien suivre, il faut donner toutes les chances. Mais si vous perdez un malade, bah, ce n'est pas de votre faute, quoi. Sauf erreur, sauf faute. Mais globalement, ce n'est pas un échec. Si la mort est un échec pour le médecin, bah, ça veut dire qu'on va vivre des échecs toute sa vie et ça, c'est assez terrible.